Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, le petit manuel de philosophie à l'intention des grands émotifs de Ilaria Gaspari. Petit manuel philosophique à l'intention des grands émotifs. Voilà un titre ambitieux, voilà un titre qui est précis. Les grands émotifs, qui sont-ils ? Si j'ai acheté ce livre, c'est donc que je me suis reconnu dans cette idée de grands émotifs. Les gens qui sont sensibles, aujourd'hui on parle un peu trop à mon avis d'hypersensibles, utilisons le terme sensible, c'est déjà pas mal, ou émotifs, c'est-à-dire ceux qui sont pris par les émotions et qui parfois ont de la peine à s'y retrouver dans le flux des émotions qui les submerge, et réfléchir à tête reposée sur différentes émotions. Voilà ce que propose ce petit manuel. Évidemment, on pourrait faire des manuels plus longs que celui-là sur chacune des émotions qui sont recensées ici et qui sont évoquées à travers à la fois des références philosophiques, mais aussi la vie d'Ilaria Gaspari elle-même, grande émotive s'il en est, qui nous raconte aussi, comme accroche très souvent, des accroches qui d'ailleurs souvent prennent une part importante de sa démonstration, parfois, à mon sens, un peu trop, sa propre vie qui est comme support à réflexion et support à penser autour donc de différentes émotions. Alors lesquelles sont évoquées ici ? Eh bien disons tout d'abord la table des matières pour se faire une idée de ces émotions. Il y a l'émotion au passé morbide, réflexion plus générale, la nostalgie, puis regret, angoisse, compassion, antipathie, colère, envie, jalousie, émerveillement, bonheur, gratitude. Au fond, on voit que les émotions négatives sont plus nombreuses que les émotions positives et qu'elles sont au début, mais qu'on termine par émerveillement, bonheur, gratitude. Donc il y a un cheminement dans les émotions, à partir de la nostalgie, comme première émotion. Alors, parcourons un peu ces différentes émotions, à commencer par la nostalgie. Et la nostalgie, ce qui est intéressant, c'est que c'est une émotion liée par cette autrice italienne à mon pays, la Suisse, et sans doute plus précisément encore à mon canton, ça ne le dit pas, mais le canton de Fribourg, qui est au fond au cœur de la nostalgie par une chanson. Pour les jeunes Suisses qui occasionnèrent l'invention du mot et de la maladie, car la nostalgie a été diagnostiquée comme une maladie en son temps, l'élément déclencheur de la nostalgie était plus ou moins équivalent pour nous au générique d'un dessin animé. La mélodie simple mais remplie de mélancolie du rang des vaches, le chant vespéral des Armaillis. Les Armaillis di Colombette, dès bon matin, cherchons les vaches. Ah, Uba, Uba, poraria, Uba,
vaches dans sa version la plus connue. Après une journée passée à brouter l'herbe de leurs belles montagnes, les génisses s'étaient rappelés à l'étable au coucher du soleil par des hommes qui n'étaient sans doute autres que les pères de ces futurs soldats, lesquels vivaient alors les plus beaux moments de leur vie dans ces vallées bucoliques qu'ils auraient bientôt abandonnées pour aller se soumettre aux ordres d'un roi étranger et frémir parmi les chevaux, les hallebardes et l'odeur de poudre à canon. Mais que pouvait-il y avoir de si formidable, de si inoubliable dans ce chant destiné aux troupeaux, dans ces pauvres soirées d'été au milieu des montagnes suisses, dans une existence toute vouée au labeur et à l'abnégation qui, de fait, a poussé tant de jeunes hommes à vendre leur peau ailleurs? Rien, sinon l'enfance, rien sinon le fait que les soldats, quand ils entendaient résonner le rang des vaches, n'entendaient pas chanter des vachers exténués et préoccupés par la perte d'une de leurs bêtes tombée d'une falaise, soucieux de la pluie ou de la canicule, de ne pas avoir de quoi nourrir leur famille, eux, alors, n'étaient que des enfants, et pour eux le coucher du soleil annonçait le moment du repos, le sommeil de l'enfance, qui peut certes être peuplé de cauchemars, mais semble toujours paisible, innocent et parfait, quand on le regarde avec la conscience adulte, qu'il existe des motifs de peur bien plus vrais, comme celui de mourir loin de chez soi, à la solde d'un obscur chef de guerre. Chacun des soldats auxquels Hofer diagnostiqua le mal de la nostalgie devait ressentir le manque de quelque chose qui lui semblait profondément à lui et profondément secret. Quelque chose d'indicible, car les mots pour le désigner auraient instantanément fondu comme neige au soleil. Nous ne pouvons pas être objectifs quand il s'agit de la nostalgie. Nous risquerions de la démolir, d'en anéantir jusqu'à la dernière miette dès lors que nous essayerions de regarder l'objet de notre manque pour ce qu'il est et que nous le découvrions d'une banalité plate, comme une épouse qui vieillit à Ithaque ou une prosaïque mélodie au corps des Alpes. C'est ce que nous projetons sur notre passé, c'est le passé en lui-même qui permet l'illusion d'optique que nous appelons nostalgie. Évidemment, ce chant-là, moi-même, il me touche parce que j'y associe immédiatement mon grand-père qui chantait en patois fribourgeois des chants comme celui-là et d'autres. Et donc, bien sûr, ce grand-père qui n'est plus de ce monde me renvoie à mon enfance, aux fêtes de famille, à des moments importants. Donc il y a cette nostalgie, voilà la première émotion que Ilaria Gaspari analyse ici en la reliant à la Suisse, à son origine, effectivement, là où elle a été diagnostiquée comme maladie au départ, puis bon, d'autres émotions, les regrets, les remords, par exemple. Ou alors, après, l'angoisse. Évidemment, l'angoisse, c'est une émotion terrible qui n'a pas beaucoup d'explications. Contre laquelle il faut lutter. Et puis, la compassion, ou se découvrir humain. C'est-à-dire que les émotions ne sont pas que des choses qui se passent dans un individu, mais sont des faits sociaux, des faits qui nous relient aux autres. Et évidemment, la compassion, l'empathie, la sympathie, tous ces termes-là qui ont des différences évidemment, mais je ne vais pas entrer dans une analyse fine de tout ça. Et d'ailleurs, Ilaria Gaspari le fait un peu, mais pas non plus énormément, parce que c'est un petit manuel de philosophie et que il y aurait des manuels complets à faire sur chacune de ces émotions. Alors voici quelques mots sur cette compassion.
se dessine alors dans la compassion l'ébauche du secret qui préside à l'humanité tout entière. Sans cet élan sincère qui nous pousse à nous voir dans la douleur d'autrui, nous ne saurions reconnaître notre semblable, nous ne saurions ce qu'il ressent, ce qui le trouble et potentiellement ce qui pourrait nous troubler aussi. La compassion rend impraticable l'indifférence. Sinon comme un choix précis, comme un acte qui engage notre responsabilité morale et dont il nous faudra répondre. Nous pouvons toujours essayer, comme dans l'essai de Lucrèce, d'assister à un naufrage en spectateur. Mais si nous reconnaissons un semblable parmi les êtres qui luttent pour résister aux vagues, nous perdrons toute innocence de spectateur et nous prendrons part à son combat, même en silence, avec nos larmes, notre peur. Même si nous décidons ensuite de l'ignorer, nous sommes déjà en train de participer. Primo Levi, en épigraphe au mémorial qu'il consacra à la tragédie dont il appela par l'écriture tous les hommes à être témoins, a inséré une poésie qui démolit une fois pour toutes la possibilité d'ignorer les naufrages en restant à l'abri dans la tiédeur confortable de nos foyers. Et je ne pense pas que ce soit un hasard si l'un des chapitres les plus vertigineux du livre évoque, pour montrer la profondeur de la ressemblance et de la blessure qui unit tous les humains, Dante lui-même, qui a exploré dans son voyage ultramondain les limites les plus infranchissables de la compassion, la frontière entre les vivants et les morts. Dante, dans le chant 5 de l'enfer, reste muet en entendant la complainte de Francesca da Rimini et ressent une douleur si vive face à ces âmes auxquelles il ne peut pas se substituer, mais dont il participe à la douleur, qu'il est sur le point de mourir lui aussi. Le désarroi l'assaille, il a reconnu la tragédie humaine, celle d'être des animaux vivants avec la conscience de la mort, et du temps, et de la caducité. Si bien que de pitié, je m'évanouis comme si je mourais, et je tombais comme tombe un homme mort. Donc là, c'est la citation de l'enfer de Dante. Et donc, voilà, la compassion qui nous relie au reste de l'humanité, qui nous rend humains véritablement, parce que ces émotions, l'angoisse par exemple, que nous vivons seuls, nous nous rendons compte par la compassion que nous ne sommes pas les seuls à les vivre, que tous, à des degrés divers, sans doute, vivent ces émotions-là. Et donc, c'est par la compassion qu'on se découvre humain. Et puis, ensuite, il y a des sentiments ou des émotions, tiens, sentiments, émotions. Quelle est la différence? L'ouvrage ici n'est pas forcément un ouvrage théorique très développé, donc il évoque, il effleure ces questions-là, mais au fond, voilà, il y a des émotions. Et après la compassion, il y a l'antipathie. L'antipathie qui, au fond, met à distance certains êtres humains. Et qui est problématique. C'est-à-dire qu'on a un peu honte d'être antipathique. D'ailleurs, c'est une émotion qui n'est pas évoquée, ou qui est évoquée un peu en filigrane que la honte, ici. Pourtant, il y aurait beaucoup de choses à dire, sans doute, là-dessus. Alors, sur l'antipathie, au fond, comment vivre notre antipathie de manière non honteuse? Bien peut-être par la littérature. La littérature joue un rôle très important dans ce livre-là, qui est un livre, certes, de philosophie, mais qui évoque, on l'a vu juste avant, des écrivains, comme Primo Levi, comme Dante, et les personnages de fiction vont nous permettre d'éprouver parfois de l'antipathie sans honte, parce qu'il n'existe pas vraiment. Et donc on peut, à quelque part, vivre notre antipathie librement. Et puis il y a la colère qui, là aussi, est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre, qui
provoque aussi parfois de la honte, parce que le colérique ne se maîtrise pas. On dit d'une personne en colère qu'elle, entre guillemets, pète un câble, qu'elle perd le contrôle, les pédales, son sang-froid. Il existe pléthore d'expressions qui racontent le pouvoir despotique de la colère et qui soulignent à quel point l'individu sujet à cette passion peut s'égarer. La symptomatologie de la colère parle d'elle-même. Symptomatologie, on a ici à nouveau un vocabulaire médical qui nous montre bien que les émotions sont assez souvent des pathologies ou peuvent le devenir à un certain degré. C'est-à-dire que, évidemment, toute colère n'est pas pathologique, mais la propension trop importante à la colère ou une colère trop brutale qui pète un câble de manière radicale, eh bien, devient problématique. Donc, la symptomatologie de la colère parle d'elle-même. Il s'agit d'une émotion qui peut avoir des conséquences délétères. La juguler, la canaliser afin de désamorcer sa puissance néfaste n'est pas une mince affaire. Dès son premier voyage à Rome, Sigmund Freud est profondément marqué par la statue du Moïse de Michel-Ange dans la splendide église de Saint-Pierre aux Liens. Donc on voit aussi le rôle de l'art ici. J'entre pas dans la suite de cette histoire de Freud. Je passe à une émotion suivante dans cette liste d'émotions qu'on passe ici en revue rapidement. Il y a l'envie, l'œil est le mauvais œil. Il y a pire encore, la jalousie. Et puis, ne nous attardons peut-être pas sur ces émotions négatives parce que, soudain, après la jalousie, viennent les émotions positives, les émotions qui sont les plus agréables, elles occupent une petite partie de ce livre-là. Mais celui de la fin, donc celui sur lequel on reste, au fond, pour terminer, l'émerveillement. Ici naît la philosophie. Sans émerveillement, pour commencer, la philosophie n'existerait pas. Qu'est-ce qui, sinon la stupeur, aurait pu donner à un grec en Chiton un frisson de curiosité assez fort pour l'inciter à se poser des questions, à observer le ciel, les phénomènes naturels, le monde, avec un regard neuf, à tomber tête la première dans un puits, comme Thalès, le premier des philosophes qui marchait en gardant les yeux rivés sur les étoiles. Dans le premier livre de la métaphysique, Aristote retrace une brève histoire de la philosophie jusqu'à lui. Brève, parce qu'à l'époque, la philosophie était jeune. Elle n'avait traversé que quelques siècles, bien qu'elle eût déjà fait de fascinants progrès. Et il identifie l'origine même de l'acte de philosopher, se poser des questions et se mettre en quête des réponses en partant de la trace à rebours de la raison de toute chose, dans l'appel de l'émerveillement. En réalité, Aristote n'est pas le premier à établir un lien entre philosophie et stupeur. C'est intéressant ce double mot, émerveillement et stupeur. Et là encore, la stupeur semble être beaucoup plus négative que l'émerveillement. Alors bien sûr, le texte ici est traduit de l'italien, je ne sais pas exactement les différences qu'il y a entre les deux langues, mais passer de la stupeur à l'émerveillement, peut-être est-ce là l'acte de la philosophie. Ou de l'étonnement. Je passe un tout petit peu la réflexion qui suit sur Platon. Le pouvoir de l'étonnement est énorme. Il déstabilise, il fait s'écrouler les certitudes et nous force, face au spectacle du bizarre et au passage que celui-ci nous ouvre dans le réel, à partir en exploration, en cherchant à faire la lumière sur ce qui change et ce qui reste identique, à nous interroger sur le pourquoi. S'il n'avait pas été capable de s'étonner, Thalès n'aurait jamais pris le risque de tomber dans un puits en tentant de découvrir les secrets du ciel. Émerveillement, puis bonheur.
le bonheur comme émotion? Oui, mais qu'est-ce que le bonheur? Voilà une question vertigineuse. Alors, que répond Ilaria Gaspari? Il ne s'agit pas de tout voir en rose, de nier la part obscure des choses. Au contraire, je me suis senti agressé par le réel comme jamais auparavant, et coupable pour toutes les fois où je me suis permis d'ignorer ce qui me faisait peur. Mais de la même façon que nul ne pourrait faire l'expérience du courage, c'est Aristote qui le dit. Voilà encore un philosophe qui revient souvent, Aristote. S'il n'avait éprouvé la peur, la menace du bonheur fait ressortir toute l'urgence de la vocation profondément humaine à le poursuivre, à l'attraper, à faire en sorte de le garder près de soi. En pleine pandémie, j'ai cherché à venir à bout de l'énigme, comprendre le secret du bonheur. Donc on est avec ce livre-là juste après la pandémie du Covid-19. Le livre a été édité en 2021, on est encore dans le Covid à ce moment-là. Donc comprendre le secret du bonheur. Une idée ne me quittait pas, une idée née de la sagesse grecque, qui me semblait pourtant, à mesure que je la retournais sous tous les angles, toujours plus neuve, à la pointe. Cette idée, c'était que le bonheur est une véritable vocation de l'homme, de tous les hommes, à viser comme une vertu, pour citer une fois de plus, Aristote. Non pas un moment d'insouciance, mais un long parcours de connaissance. Et vous remarquerez que je n'ai pas écrit le fruit d'un long parcours, etc. Parce qu'un autre enseignement des Grecs, c'est que l'objectif, le but, l'arrivée compte moins que les merveilles du voyage. Le bonheur comme voyage, comme long parcours, mais le bonheur n'est pas le but, le bonheur est le parcours lui-même. Voilà une réflexion qui permet peut-être de vivre un bonheur. Qui n'est peut-être pas le bonheur tel qu'on le décrit habituellement. Et puis il y a pour finir une dernière émotion, la gratitude, la sensation d'être au monde qui est évoquée. Avec ce qu'il y a aussi de particulier dans la gratitude à la fois qu'on donne et qu'on reçoit. Et parfois, la frustration de donner, d'être dans une forme de gratitude par rapport à d'autres et de vouloir, d'espérer une gratitude qui ne vient pas toujours. Et donc là encore, aucune de ces émotions n'est totalement d'un bloc. Elles conservent des ambiguïtés du mouvement de la vie. Gratitude, alors gratitude peut être aussi, à Ilaria Gaspari pour avoir écrit ce petit manuel philosophique à l'intention des grands émotifs qui ouvre des chemins, des pistes qui conduiront ou qui permettront de peut-être pas immédiatement trouver le bonheur, mais comprendre les émotions afin de les vivre d'une manière qui soit la plus sereine, la plus juste possible, sans les repousser, mais sans non plus se laisser engloutir par elle. Donc beaucoup de réflexions ouvertes par ce petit manuel philosophique à l'intention des grands émotifs d'Ilaria Gaspari.